Bonjour Sophie Primas. Bonjour Alex Bouillaguet. On commence par ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont largement adopté les deux textes sur la fin de vie, celui sur le développement des soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Comment vous qualifiez ce moment? C'est un pas décisif, c'est un pas historique? C'est un pas. Je crois ce qui est à noter dans ces moments politiques un peu perturbés où l'Assemblée nationale est assez bouillonnante, c'est la qualité des discussions, la qualité des débats. Le président de la République, dans son intervention télévisée, avait indiqué que si les débats s'enlisaient, alors il procéderait peut-être au référendum. Je crois que les débats ont été de qualité. Alors parfois c'est vif, parfois on échange des arguments de façon vive, mais là le Parlement a pris toute sa place et a débattu, donc on peut se réjouir. C'est un pas puisque maintenant c'est le début d'un process. Vous dites c'est le début d'un process, la suite va se passer au Sénat, ça se passera à l'automne, à la rentrée. On sait que le Sénat a une majorité de droite. Est-ce que ça veut dire que ce texte risque d'être détricoté? Non, c'est pas détricoté, c'est précisé. Il y a des éléments qui seront peut-être retirés, d'autres, ça c'est la beauté du débat parlementaire. Je crois que le Sénat n'a pas l'intention de détricoter l'ensemble des dispositions. Je pense qu'il y a des sujets, par exemple, comme le délit d'entrave, qu'on fait beaucoup parler, y compris à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le fait d'empêcher quelqu'un éventuellement de demander une aide à mourir. Voilà, de punir ceux qui pourraient empêcher l'aide à mourir. Bon, il y a des précisions encore à apporter, il y a des zones d'ombre, il y a des zones de discussion. Donc le débat va se poursuivre au Sénat, peut-être dans une autre tonalité. Ensuite, il reviendra, puisque ce n'est pas une lecture accélérée, qu'on a deux lectures dans chaque chambre. Et c'est bien, parce que c'est un sujet profondément humain, profondément sociétal. Et je trouve que le débat est vraiment de qualité. Mais vous pensez que ce texte pourra être voté avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? C'est le souhait du président de la République, c'est le souhait du Premier ministre. Et je pense que c'est le souhait aussi des présidents d'Assemblée. Et vous, quelle est votre position? Je sais que vous êtes élu, issu des Républicains. Vous êtes pour cette aide active à mourir? Moi, je suis à la fois très attachée aux libertés individuelles. Donc, je comprends la volonté des personnes qui souffrent vraiment de mettre fin à leur jour, car c'est intolérable physiquement, ou la perspective leur paraît intolérable sur une maladie qui est incurable et irréversible. Je suis aussi très touchée par les arguments sur notre société de solidarité, de fraternité, sur notre capacité, sur les dérives possibles. Donc là, à l'Assemblée nationale, je pense que j'aurais fait ce que le Premier ministre a dit qu'il aurait fait hier, c'est-à-dire je me serais abstenue pour laisser le débat encore perdurer. Je pense qu'on a besoin encore de certitude, on a besoin encore d'affiner la pensée. Hier, François Bayrou a dit que tous les Français devaient se préparer à faire des efforts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la situation financière est telle que celle qu'il a présentée aux Français il y a quelques semaines, c'est-à-dire assez préoccupante, voire très préoccupante. Nous avons des déficits à la fois du budget général et puis du budget des finances sociales qui est très préoccupant. Vous savez, 14 milliards l'année dernière. On sera cette année sur 22 milliards. Donc il y a vraiment une dérive de nos comptes. Je vous prie de m'excuser, il l'a déjà dit. Enfin, il a déjà dit attention, oui. C'est compliqué, c'est l'Himalaya, c'est 8 sommets. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi pour les Français? Concrètement, nous sommes au travail. Il le dit également depuis cette conférence et d'ailleurs depuis qu'il est arrivé à Matignon comme Premier ministre aux responsabilités. Il y passe la quasi-totalité de son temps à travailler, à faire travailler les parties prenantes, aussi bien les services de l'État, mais aussi toutes les parties prenantes de la sphère sociale, de la sphère du budget de l'État, des collectivités territoriales, du Parlement. Et nous travaillons, nous regardons toutes les pistes et je pense que l'effort sera compris s'il est partagé. Effort compris, partagé, un plan donc qui sera annoncé mi-juillet. Pour l'instant, il n'a pas donné de piste. Il y a quand même cette idée de TVA sociale. Alors, les détracteurs de cette TVA disent que c'est un impôt injuste parce que finalement, il touche tout le monde, quels que soient les revenus. Comment est-ce que vous allez justifier auprès des Français une baisse de leur pouvoir d'achat? Alors, nous n'y sommes pas. Puisqu'en fait, l'idée qui est dans l'air et qui est beaucoup commentée aujourd'hui est de repenser le financement de notre modèle social. Et donc, l'idée qui est derrière et qui est sous-jacente est celle justement du pouvoir d'achat et de dire qu'aujourd'hui, notre modèle social pèse beaucoup trop sur ceux qui travaillent. Il suffit de regarder notre fiche de paye à tous, de regarder la différence entre le brut et le net pour voir que les cotisations sociales qui financent une partie de notre modèle social sont très, très élevées et elles seront de plus en plus élevées si on ne gère pas les déficits
déficit. Et donc, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut rendre du pouvoir d'achat en rendant, en fait, plus de salaire? On comprend, mais je reviens quand même à ma question. J'arrive. Et donc, qui serait le retour de la TVA sociale qui est évoquée par les économistes et par ceux qui travaillent est la TVA sociale, mais elle n'est pas décidée à ce jour. Elle est dans la réflexion, comme d'autres pistes. Et donc, c'est beaucoup trop tôt pour commenter cette piste sur la TVA sociale. Vous dites dans la réflexion, donc ce serait une hausse de combien? D'un point? Sur quel produit? On n'est pas du tout à ce stade de la réflexion, donc je ne vais pas faire d'annonce ce matin. Tout est sur la table aujourd'hui et nous sommes en train de travailler avec les partenaires sociaux. D'ailleurs, je note que les partenaires sociaux sont très intéressés pour travailler sur ce modèle social. Alors, ils veulent prendre justement cette... Les partenaires sociaux, ils ne sont pas tous d'accord. Hein. On sait qu'effectivement, le MEDEF est pour la TVA sociale, donc le patronat d'une manière générale, mais en revanche, du côté des syndicats, la CGT, c'est niette, la CFDT aussi, et puis politiquement, la gauche est contre, le RN est contre. Ça veut dire que c'est la censure assurée, cette affaire de TVA sociale. Écoutez, chacun prendra ses responsabilités au moment des choix. Ce qui est très important, c'est que chacun se rende bien compte de l'état des finances publiques françaises. On attend aujourd'hui des notations. On est face à un objectif de réduction des déficits et de redressement de notre pays. C'est très important. C'est pas juste pour se faire plaisir ou pour avoir une médaille sur son veston. C'est parce que la dette aujourd'hui en France est tellement pesante que le service de la dette, c'est-à-dire l'intérêt de la dette, va être supérieur l'année prochaine au ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas continuer comme ça. On est en train aujourd'hui de creuser des déficits qui nous coûtent à nous, mais qui vont coûter sur 2 générations. Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Chacun les prendra avec ses différences, mais il faut qu'ensemble, on trouve les voies. C'est pour ça qu'on fait de la concertation. Effectivement, on voit bien que l'intérêt de la TVA sociale, grosso modo, à une hausse de 1 point, c'est entre 11 et 13 milliards dans les caisses. Mais certains spécialistes disent aussi que ça peut casser la croissance, créer de l'inflation, casser la consommation. Oui, on a toutes les hypothèses sur la table. Ce qui nous importe, c'est à la fois le redressement des finances, je vous le dis, mais aussi le pouvoir d'achat des Français. Le pouvoir d'achat, je vous le dis, c'est la différence entre le brut et le net sur sa fiche de salaire. Et puis, c'est la consommation. Il y a aujourd'hui un taux de TVA à 5%, à 5,5% sur les produits basiques. Celui-là... Il me semble Vous n'y toucherez pas. Je n'en sais rien. Toutes les hypothèses, encore une fois, sont sur la table. Mais il semblerait de bonne gestion que nous ne touchions pas aux produits les plus basiques qui représentent une part très importante du panier des plus modestes. Je pense que si on venait à travailler sur la TVA sociale, des réflexions comme celle-ci seraient menées. Donc, c'est-à-dire plutôt sur le taux qui est le plus courant, qui est le taux à 20%. Et puis, vous savez, quand on augmente la TVA d'1% ou d'1,5% ou 2%, enfin, je ne sais pas de combien, ça ne se répercute pas tout le temps sur les prix de vente. Il y a une absorption du système sur la TVA qui est aussi possible. Donc, tous les mécanismes sont sur la table, mais je insiste sur cette question de TVA sociale. La décision n'est pas prise du tout. Un référendum sur les finances publiques est toujours sur la table, hein, c'est ce qu'a dit François Bayrou hier. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron était vraiment emballé par cette initiative. Je pense qu'Emmanuel Macron attend les propositions du Premier ministre. Vous savez que c'est le président de la République qui décide du référendum sur proposition du gouvernement ou d'ailleurs des assemblées. Et donc, le président de la République attend éventuellement des propositions du Premier ministre. On verra si c'est pertinent, effectivement, à un moment, de faire trancher cette question par les Français. Et du coup, cette question, ce serait quoi? Ce serait dire aux Français, est-ce que vous êtes prêts à payer plus d'impôts pour rembourser les dettes? Si on demande aux Français s'ils veulent payer plus d'impôts, je doute que la réponse soit positive. En revanche, si on propose une trajectoire, si on propose une répartition des efforts, puisque le Premier ministre l'a dit, tout le monde participera à cet effort de redressement, peut-être que là, il y a une question un petit peu plus générale et plus large qu'il faudra faire trancher par les Français. Il y a aussi ce conclave des retraites qui se réunit depuis 3 mois. François Bayrou s'était engagé à ce que les conclusions des partenaires sociaux soient traduites dans un texte de loi soumis au Parlement. Tout ça, c'est demain, puisque ça devait se faire début juin. Est-ce que la promesse sera tenue? Est-ce qu'il y aura un texte de loi avant la fin de la session extraordinaire qui devrait être mi-juillet au Parlement? Avant la fin de la session extraordinaire, celle-ci, très honnêtement, le calendrier me paraît serré. Les partenaires sociaux nous ont demandé un petit peu plus de temps pour arriver à leurs conclusions et nous proposer leurs solutions. Et évidemment, c'est de leur ressort et nous l'avons accepté. Derrière, pour le traduire en un texte et le faire passer dans le calendrier extrêmement serré de cette session extraordinaire, ça me paraît un peu périlleux. Donc vous me dites, ça serait peut-être décalé à l'automne, au moment du budget?
peut-être à l'automne, dans le cadre. Mais j'attends les conclusions de ce conclave, qui ne saurait tarder d'ailleurs, puisque je crois que c'est mi-juin. Un dernier mot sur ce qu'a dit François Bayrou hier, qui vous concernait pour avoir évoqué, donc recadré, pour avoir évoqué la fin du macronisme. Déjà, est-ce que vous avez juste compris le tollé que vous avez provoqué, Elisabeth Borne qui dit faut qu'elle s'excuse J'ai été un peu surprise par ce tollé, puisque ma phrase était de dire que le mandat du président Macron s'arrêterait dans 2 ans et que par conséquent une nouvelle ère s'arrêterait. Je n'ai pas dit que ses idées allaient s'arrêter ou que les personnes qui l'avaient suivi en 2017 allaient arrêter leur carrière. Donc j'étais un peu surprise par l'ampleur des reprises, par l'ampleur de l'émotion. Je m'en suis expliquée avec le président de la République, avec le Premier ministre. Voilà, l'affaire est close, me semble-t-il. Vous vous excusez pas, Mais je n'ai pas dit quelque chose qui mérite des excuses. Voilà, je suis désolée de l'émotion que ça a provoqué. Ce n'était pas mon intention. Mais je ne m'excuse pas sur ce que j'ai dit. Si le macronisme n'est pas fini, puisque c'est ce que semble dire François Bayrou, qui est son héritier pour vous? Est-ce que c'est une question que vous devez poser. Est-ce que c'est Édouard Philippe? Est-ce que c'est Gabriel Attal? Parce qu'ils ont quand même tous l'air de prendre leur distance avec le président. Oui, c'est vrai qu'on note effectivement dans les propos ou dans le programme, par exemple, d'Édouard Philippe, tel qu'il commence à le présenter, voilà, des différences qui sont des différences par rapport à la ligne politique qui a été celle d'Emmanuel Macron. Mais c'est la vie politique avance, la France n'est plus dans le même état, des événements géopolitiques se passent autour de nous qui influent aussi sur notre politique intérieure. Donc que chacun ait des nuances vis-à-vis de ce qui a été fait en 2017 puis en 2022, ça me semble être la vie politique normale. Et un dernier mot rapide sur Gabriel Attal qui veut interdire le port du voile pour les moins de 15 ans. Beaucoup s'accordent à dire que ce n'est pas forcément applicable. Est-ce que déjà, ça vous semble une bonne idée? Écoutez, je me réjouis que le groupe Renaissance qui le préside prenne ce sujet de l'entrisme à bras-le-corps. C'est un sujet qu'on doit partager tous les Français. Pas le surestimer, pas le sous-estimer, mais savoir lire les signes qui sont les signes de l'entrisme. Donc c'est plutôt une bonne idée d'essayer de faire ça? Je ne sais pas si c'est constitutionnel. Je n'ai pas vu le texte qu'il n'a pas déposé encore, donc on va voir. Je crois que ça fait l'objet d'une discussion à l'intérieur même du groupe. Mais je n'ai pas à m'exprimer sur cette proposition de loi que je n'ai pas vue et que je n'ai pas lue et qui n'est pas déposée. Donc on verra si elle est constitutionnelle, si elle est applicable et on verra dans quelle mesure on peut travailler le gouvernement et le groupe Renaissance pour aller dans ce sens qui est un sens de défense de la laïcité.